Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. Il n'y a pas de discussion de prévue pour mon exposé. Je vais donc commencer par une petite histoire, une petite anecdote. Généralement, à cette heure-ci, les gens s'endorment un peu puisque c'est la phase de digestion. Et je voudrais vous raconter une anecdote qui remonte à l'Union soviétique lorsque le président Brejnev a dû prononcer un long discours devant l'aréopage du Parti communiste. Et il a commencé le matin et puis lors du déjeuner, ils ont profité de leur caviar, de leur bonne vodka, etc. Et il a repris son discours après le déjeuner et au bout de 10 minutes, l'un des soldats qui était près de la présidence est venu s'adresser à lui en lui disant « Monsieur le Président, il y a une bombe dans l'auditorium » et Brejnev lui a dit « Mais non, laissez-moi poursuivre. » Il a poursuivi pendant 5 à 10 minutes. Puis le garde est revenu en lui disant « Monsieur le Président, il y a une bombe dans l'auditorium. » Et Brejnev lui a dit « Il n'y a pas de problème. » Et puis enfin, le garde est revenu en lui disant « Il y a une bombe et il faudrait quand même faire quelque chose. » Et Brejnev est allé s'adresser aux généraux et leur a dit qui a la bombe sous son siège. Et des généraux a dit c'est la 5e personne qui est au 2e rang. Et les gardiens se sont précipités sur la personne qui était assise. Et effectivement, il y avait une bombe. Et Brejnev était un peu étonné et s'est adressé aux généraux en leur disant « Mais comment savez-vous que cette personne portait une bombe ?» Et le général lui a répondu « Nos ennemis ne dorment jamais. » Donc j'espère que vous ne vous endormirez pas pendant mon exposé. Voilà. Alors, je suis là pour vous parler du taux d'actualisation. Nous en avons déjà parlé ce matin, notamment dans l'exposé de Roger Guennery. L'un des problèmes associés au changement climatique pour les économistes est de 3 ordres. Il y a un premier défi qui est en fait se projeter dans le long terme pour connaître les dégâts provoqués par des concentrations de CO2. On ne sait pas si nous serons là, puisque ce sera probablement dans un délai très très long. Donc on a du mal à se projeter dans des horizons aussi lointains. Le deuxième défi est le défi posé par le risque, dont nous avons déjà beaucoup parlé. Et le troisième et l'incertitude. Il y a un risque sur le risque parce qu'on ne sait pas vraiment comment mesurer le risque auquel nous sommes confrontés. Et dans cet article, je voudrais aborder ce point de façon plus approfondie. Je voudrais notamment revenir à l'analyse fondamentale du comportement, de la fonction du bien-être social à prendre en compte lorsque l'on est confronté à cette incertitude, à l'ambiguïté et au risque associé au risque. Donc, alors, la motivation. Lorsque l'on pense à la question qui a été posée ce matin, eh bien, tout dépend de ce que nous pensons de l'avenir. Est-ce que l'avenir sera brillant avec un PIB par habitant très élevé? On a peu de doutes pour l'avenir et on se dit, bon,
c'est peut-être aux autres d'agir pour nous plutôt qu'à nous d'agir pour les prochaines générations. Ou alors, on peut se dire qu'on va agir pour les générations suivantes s'il y a un retour qui est important pour nous. Donc, c'est la raison pour laquelle on a une actualisation sur l'avenir. Maintenant, si l'on n'est pas certain du taux de croissance économique, on ne sait pas si ce taux va être exposé à un risque ou s'il est incertain, quelle est la probabilité de distribution du taux de croissance économique. Eh bien, cela nous conduit à ce type d'analyse, c'est-à-dire d'associer nos croyances au taux d'actualisation. Je vais essayer de répondre à cette question ici. Je voudrais revenir donc à cette idée fondamentale de pourquoi nous essayons d'actualiser l'avenir. On n'envisage pas la croissance de la consommation à long terme comme une croissance de l'économie ou de la consommation immédiate. Il y a 3 déterminants pour répondre à cette question. Tout d'abord, il y a la dimension éthique. On accorde beaucoup plus de valeur à l'utilité présente plutôt qu'à l'utilité future. Et cette dimension est liée au choix du delta dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire le taux auquel on mesure l'actualisation de l'avenir. Et la plupart d'entre nous conviendront qu'il faudra que ce delta soit proche de 0, si ce n'est 0. Deuxième déterminant, nous pourrions penser que l'économie restera positive et par conséquent, les prochaines générations vont être plus riches que nous-mêmes. Et si nous reconnaissons que l'utilité marginale de consommation diminue, eh bien, une unité de consommation d'ici 100 à 200 ans aura un plus gros impact d'ici ce délai plutôt qu'aujourd'hui. C'est pour ça que nous n'accordons pas la même valeur à l'augmentation ou à la baisse de la consommation aujourd'hui ou à long terme. Et nous faisons donc ce calcul qui est une extension de la règle de Ramsay. Parce qu'il y a un troisième déterminant dans ce taux d'actualisation qui vient du fait que, bien entendu, si l'on considère un long terme, il faut reconnaître que nous ne sommes pas certains que les générations futures vont être dans une situation plus confortable que la nôtre. Et, étant donné la situation économique actuelle, cela devrait nous conduire à être plus prudents. Et on le fait en réduisant le coût d'actualisation. Étant donné qu'il y a une incertitude sur le taux de croissance économique mondiale, on réduit notre taux d'actualisation. Donc, on fait des économies de précaution. On économise pour l'avenir. On sacrifie le présent en raison du fait qu'il y a une incertitude sur l'augmentation de nos revenus futurs et par conséquent, nous voulons augmenter notre épargne aujourd'hui. C'est une épargne de précaution et ceci est lié à l'utilité marginale. Donc, au niveau collectif, si l'on reconnaît qu'on veut sacrifier le présent, on le fait en réduisant le taux d'actualisation qui permet d'augmenter la valeur des bienfaits ou des bénéfices futurs. Donc, si l'on a une fonction de bien-être standard qui vous permet de calculer le taux marginal de substitution entre la consommation actuelle et la consommation future, avec un modèle d'actualisation. Et si vous pensez que c'est une approche aléatoire, vous appliquez la règle de Ramsay. Ce taux est lié au delta donc du taux d'inflation, plus l'effet de richesse, qui est le produit de la croissance attendue de l'économie fois la vitesse à laquelle
l'utilité marginale des mines, qui était gamma ce matin, et le troisième déterminant étant l'effet négatif de l'incertitude sur le taux de croissance économique mondial, qui est mesuré par la volatilité du delta multiplié par sigma au carré. Donc, dans cette formule, le taux d'actualisation est indépendant de l'horizon temps T. Ici, n'apparaît pas de l'autre côté. Donc, la structure de ce taux d'actualisation reste complètement plate. Si l'on associe ces éléments, donc de caractère aléatoire et de l'utilité et les relations intergénérationnelles. Si l'on calibre la règle de Ramsey, qui l'on a un taux de croissance économique mondiale de 2%, donc gamma proche de 2, avec une relative constante, vous avez l'effet de richesse qui serait de 4, 2 fois 2%, donc 4% comme taux d'actualisation essentiel. Et si vous avez l'effet, par ailleurs, l'effet négatif lié à l'avenir, avec la volatilité observée de la taux de croissance, notamment pour l'économie américaine du dernier siècle, à titre d'exemple, eh bien, le sigma était de 3,6% aux États-Unis, donc 3,6% carré fois 2 fois 2 fois 0,5, donc c'est un quatrième de pourcent. Donc c'est un élément qu'il faut prendre en compte ici, avec un effet d'incertitude sur ce que l'on devrait faire, a un effet tout à fait marginal sur le taux d'actualisation. On ne réduit que d'un quart de pourcent, on se retrouve à 3,7%. C'est donc le puzzle dont je parlais. Par introspection, nous voyons un risque ici pour l'avenir, mais par cette formule, vous voyez qu'en fait, c'est complètement marginal. Il y a une autre dimension qui vient s'ajouter au problème. Lorsque je dis 2%, donc dans ma formule, j'ai mis 2% pour le taux de croissance mondial de l'économie. J'ai juste tenu compte des 2 derniers siècles où dans les pays riches, le taux de croissance réel de PIB était de 2%, de PIB par habitant. Donc, c'est de l'économétrie classique qui est appliquée ici. Maintenant, on ne sait pas si le taux de croissance économique mondial sera le même que par le passé ou même si les tendances seront les mêmes si l'on considère les 2-3 derniers millénaires. Le taux de croissance économique mondiale était près de 0. La loi de Malthus était là. À chaque fois que l'innovation était appliquée, elle se transformait et avait un impact sur le taux de natalité. Donc, nous pouvons imaginer qu'à l'avenir, le taux de croissance économique mondial sera probablement différent de ce qu'il a été ces 2 derniers siècles. Donc, pour exprimer les conséquences, ou pour évaluer plutôt les conséquences de cette incertitude ou cette ambiguïté, supposons qu'au lieu de 2%, la tendance est de 1 ou 3% en probabilité égale. On ne sait pas si d'ici 200 ans, la tendance de la croissance économique mondiale sera de 1 ou 3%. Et nous avons toujours la volatilité des 3,6%. Mais ce qui est nouveau ici, c'est qu'on a une incertitude paramétrique à la Weissman. C'est ce que l'on a dans l'article de M. Weissman où il évoque la volatilité en tant que tendance. Mais ici, je voulais simplifier l'incertitude sur la tendance. Maintenant, si l'on transforme
Si l'on ajoute cette ambiguïté à la tendance, pensons aux conséquences dans le calcul sur l'effet de précaution et sur l'effet richesse du transparent précédent. Ce qui va être crucial, ça va être la volatilité ici. C'est la volatilité qui va conditionner l'incertitude sur l'économie mondiale. Mais ce qui compte à long terme, ça va être la tendance par opposition à la volatilité sur le court terme. On ne sait pas quel sera le PIB par habitant d'ici 200 ans. Il sera probablement très différent de celui qu'on connaît. Donc à long terme, cette incertitude ajoute de l'incertitude à ce que sera le PIB. Et si vous vous souvenez de cet élément de précaution, on va plus agir sur le facteur d'incertitude que l'on a envisagé. Donc, un changement dans la tendance va grossir ce qui va se passer à long terme et par conséquent, l'effet de précaution va augmenter dans le temps parce que si on a un signe négatif dans la règle de Ramsey, c'est un argument très favorable pour la réduction du taux d'actualisation dans un futur relativement proche. Ici, pour 4 horizons de temps différents, vous avez la fonction de densité pour le PIB par habitant, donc pour une année. Et vous voyez que la ligne en pointillé correspond à la fonction de densité où vous avez une tendance à 2%. Et la courbe en trait plein correspond à la fonction de densité avec une tendance à 1 ou 3% avec probabilité égale. Donc vous avez, c'est la volatilité qui détermine le risque, c'est le sigma. Mais ici, regardez à 200 ans, la fonction de densité fait apparaître des queues épaisses très fortes et ça vient de l'incertitude paramétrique. Vous voyez l'effet de l'introduction d'une incertitude paramétrique sur la distribution du PIB par habitant à long terme. Donc ici, dans cette histoire, on a la dimension des queues épaisses. Maintenant, si l'on regarde l'extension de la loi de Ramsey pour introduire cette incertitude paramétrique, vous obtenez ce graphique. Ici, la tendance est de 1 ou 3% avec des probabilités égales. Le sigma est de 3,6%. Vous avez un paramètre delta à 0 et un gamma à 2. Donc, ici, vous voyez le taux d'intérêt à court terme. Vous avez 3,7% dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, l'incertitude n'est pas appropriée pour déterminer le risque. Mais à long terme, vous avez un taux d'actualisation qui descend jusqu'à 2%, et ce qui illustre la puissance de l'incertitude à long terme lorsque vous reconnaissez que vous faites de petites erreurs sur les tendances de l'économie. Donc, ici, c'est ce que je voulais vous dire. Je m'arrête ici. Ce que je fais dans cet article, qui ont écrit avec Johannes Gerlinger, mon thésard qui vient d'accepter un poste à l'Université autonome de Barcelone, eh bien, ce que nous avons fait, c'est que nous avons reconnu le fait que, contrairement à ce que je viens de vous présenter et qui était basé sur l'hypothèse selon laquelle les hommes mesurent leur bien-être par utilité pure actualisée, peut en fait être vu à l'inverse. Et à la base, l'idée, c'est que vous avez 10 000 € avec une probabilité de 0,5 n'est pas la même chose que d'obtenir 10 000 € avec une probabilité de moyenne moins la moitié. Et les utilités attendues sont des probabilités, et donc le spread moyen ne devrait pas, la dispersion moyenne ne devrait pas compter, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et nous devons reconnaître le fait que les êtres humains
ont des comportements qui les poussent à ne pas aimer le risque et que c'est quelque chose dont il faut tenir compte pour déterminer ce qu'il faut faire pour les générations futures, compte tenu de la discontinuité quand on calcule le PIB par habitant qui sera celui de ces nouvelles générations. Je voudrais maintenant expliquer pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas des spécialistes du domaine ce qu'est le concept de l'aversion au risque. Le concept de l'aversion au risque a été introduit par Daniel Ellsberg dans un article publié en 1961. Et pour faire très simple, ce que dit Ellsberger est ce qui suit. Il prend un bol avec 100 boules, des blanches et des noires. Et le jeu est très simple. Je tire une boule dans le bol, je regarde la couleur, et si la couleur correspond à la couleur sur laquelle j'ai parié, vous me donnez 10 000 euros. Deux questions. La première question est sur quelle couleur voulez-vous parier? Deuxième question, quelle est la valeur pour vous de ce jeu? Quelle est la quantité maximum d'argent que vous seriez prêt à payer pour jouer à ce jeu? Il y a deux jeux. Dans le premier, je vous montre la composition de la boîte. Vous pouvez agiter les boules. Vous avez 50 boules blanches et 50 boules noires dans la boîte. Donc, vous avez une probabilité de 50% de tirer la boule de la couleur que vous avez pariée et donc de gagner 10 000 euros. Donc, vous devriez être indifférent. Et la plupart de mes étudiants se disent indifférents quand je pose cette question en classe. Deuxième question, quelle est la valeur pour vous de ce jeu? Eh bien, il n'y a pas de réponse vraie. Tout dépend de votre niveau d'aversion au risque. Le gain attendu est de 5 000 euros. Et compte tenu de votre aversion au risque, vous allez peut-être me répondre 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 euros. Je ne sais pas. Il n'y a pas de paradoxe ici. Mais il y a un paradoxe à cause de la deuxième partie de cette expérience. Et donc, je retire ma première boîte et je la remplace par une autre boîte dans laquelle il y a toujours 100 boules. Mais certaines sont noires, d'autres sont blanches, mais je ne vous dis rien. Je ne vous donne pas la proportion de boules blanches et de boules noires dans la boîte. Et le reste de l'exercice est similaire à ce que l'on vient de faire. Donc, sur quelle couleur voulez-vous parier? Deuxièmement, quelle est la valeur de ce jeu pour vous? La plupart des personnes n'ont aucune préférence de parier sur le noir ou sur le blanc. Et ce qui est très paradoxal, c'est que tout le monde valorise ce jeu plus que le premier. Ce qui est paradoxal parce que si vous êtes indifférent, ça veut dire que vous mettez une probabilité à 50-50 de gagner ce chèque de 10 000 euros. Parce que si vous pensez qu'il y a plus de boules noires que de boules blanches, vous allez parier blanc. Et inversement, si vous pensez qu'il y a plus de boules noires, vous allez parier noir. Donc si les gens sont indifférents, cela veut dire que vous ne savez pas quelles sont les probabilités, mais vous pensez, vous attendez à ce qu'elle soit à 50%. Et donc, les deux jeux sont équivalents. Dans les deux cas, vous avez 50% de chance de gagner un chèque de 10 000 euros. Et donc, la valeur de ce jeu devrait être le même que celui du premier. Pour autant, les gens accordent moins de valeur au deuxième exercice qu'au premier, ce qui veut dire ça veut dire qu'ils sont rétifs à l'ambiguïté. Dans cet article qui est très technique, mais je vais limiter ma présentation à la présentation toute simple du modèle et des résultats. Ce que je fais, c'est que je reviens à l'histoire de Marty Weissman. Je parle de l'incertitude sur la tendance et sur la volatilité. Je parle de volatilité et je regarde quelles sont les conséquences sur les réponses de Marty Weissman quand il parle de cette ambiguïté et des effets sur le taux d'actualisation à long terme, ce qui introduit ce nouvel ingrédient. Merci Henri. Donc ce nouvel ingrédient qui est l'aversion au risque. Et la conjoncture est qu'en introduisant ce nouvel ingrédient, les gens devraient être prêts à plus sacrifier le présent pour l'avenir
pour introduire cet effet d'actualisation socialement efficace. Le modèle est le modèle le plus simple auquel nous pouvons penser par rapport à cet ingrédient. J'ai un agent représentatif qui n'aime pas le risque, qui a vécu pour a un arbre et il consomme les fruits de son arbre. Donc, dans ce modèle de croissance, je n'essaye pas d'expliquer la croissance, je pense que c'est un fait donné, mais je regarde le taux d'actualisation en fonction du taux de croissance de l'économie. Le problème est que le taux de croissance de l'arbre est non seulement risqué, nous ne savons pas s'il y a une distribution associée à la croissance, la probabilité de croissance de l'arbre, et cela crée une ambiguïté. Donc la fonction de densité est ambiguë. Et ici, l'ambiguïté est représentée par le paramètre θ qui peut avoir toutes sortes de valeurs de 1 à n. Et donc vous avez Q, Q1, Q2, etc. Et vous avez une fonction associée à la croissance de l'arbre, en parallèle au paramètre Q. Si je prends le modèle d'utilité, pour ce qui est du bien-être social, je vais parler du présent et de l'avenir. Donc, je vais considérer un investissement où je réduis la consommation actuelle de epsilon, mais j'augmente la consommation à l'avenir par la somme d'epsilon par T sur T. Et donc là, je vais avoir le taux d'actualisation. Je ne parle pas des incertitudes, des bénéfices attendus des politiques publiques. Maintenant, si l'on suppose l'utilité classique, la fonction sociale est psi0, ce qui est la consommation aujourd'hui, plus ici sur cette fonction qui est l'utilité attendue de la future consommation. Donc c'est la consommation à t et cette variable est paramétrisée par le θ. Donc, j'ai indexé ici par θ. Et chaque valeur de θ, pour chaque valeur de θ, on a calculé l'utilité attendue et ensuite on pondère cette utilité attendue de la valeur du paramètre θ. Donc, c'est le modèle d'utilité attendue standard qui est vraisemblablement ce que fait Marty lorsqu'il présente sa compétition dans le journal dans lequel il a publié aux États-Unis. Mais pour reconnaître que les gens sont rétifs à l'ambiguïté, le meilleur modèle pour reconnaître cela est un article qui a été publié en 2005 par 3 auteurs, Tribunov, Marinescu et Rinerji, et le modèle est très simple. L'idée est simplement l'aversion au risque. Cela veut dire que l'aversion à l'ambiguïté, c'est que l'on est en économie et en théorie de décision. Comment est-ce qu'on va modéliser l'aversion par la dispersion moyenne? Eh bien, nous prenons une attente par rapport à une fonction donnée et on compare à ce qui est certain. Et c'est ce que nous avons fait ici. Et outre la fonction d'utilité, avec ici l'aversion au risque, j'introduis une autre fonction qui est phi, dont la concavité représente l'aversion. Donc ici, je prends l'attente par rapport
à l'utilité attendue. Et ici, je calcule l'équivalent de certitude par rapport à l'utilité attendue. Donc, pour chacune, je calcule l'utilité attendue et compte tenu de la distribution de ces conditions d'utilité attendue, je calcule certains équivalents en utilisant la fonction phi qui est concave. Et donc, il y a certains cas où phi serait linéaire et où on reviendrait au modèle standard de Weissman. Et quand vous avez une forme concave, vous avez une aversion à l'ambiguïté. Les gens qui se comportent de cette façon donneraient plus de valeur à la deuxième boîte de boules qu'à la première. Dans ce modèle, vous avez donc deux dimensions pour mesurer les préférences, la concavité de la fonction phi et la concavité de l'utilité attendue. Et quelle est l'utilité de tout cela? Il me reste 5 minutes, c'est parfait. Donc cette formule, qui est à la base de l'article, vous donne le taux d'actualisation socialement efficace pour un horizon de temps en fonction de différents paramètres qui sont inclus dans le modèle, à savoir la fonction phi, la fonction mu, l'utilité attendue de la consommation future et la variabilité du paramètre θ. Donc la question est de savoir si cette formule vous donne un taux d'actualisation RT qui est inférieur à ce que j'obtiendrais si j'étais linéaire, s'il n'y avait pas d'aversion à l'ambiguïté. Et c'est là que la boîte de Pandore se dresse devant nous, que je ne vais surtout pas ouvrir. Je vais maintenant arriver à d'autres slides qui vont vous proposer des résultats d'analyse, mais je voulais simplement vous dire que d'une manière générale, il n'est pas vrai de dire que les gens sont averses à l'ambiguïté. Il faut reconnaître que les gens se rappellent plus des mauvais scénarios, des choses qui tournent mal. Et ici, vous avez un moyen analytique permettant de reconnaître que les gens ne traitent pas le θ de la même manière. Les mauvais scénarios, les bons scénarios n'obtiennent pas la même valeur pour ce qui est de la représentation du bien-être des agents. Et l'agent dans ce modèle, alors évidemment, on s'est plus concentré sur les mauvais scénarios où les utilités attendues descendent. Donc, dans une certaine mesure, tout ceci est relié au principe de précaution qui a été introduit par Roger ce matin et se rattache au concept de au caractère robuste également mentionné ce matin. Mais ici, on a un sens très clair du fait que dans mon analyse coût-bénéfice, je reconnais l'agent représentatif. Vous et moi allons pouvoir nous concentrer plus lorsque nous faisons ces analyses coût-bénéfice. Nous nous concentrons plus sur les scénarios du pire et d'une manière qui n'est pas représentée dans ces formules. Je le sais, je ne vais pas revenir au début, mais c'est l'idée de base. Et ça, c'est la notion du pessimisme. On donne plus de poids au scénario du pire. Et vous allez le faire dans une mesure qui va dépendre de la concavité de la fonction phi. Donc maintenant, comme je vous le disais, ceci n'est... Dans ce modèle, contrairement à la base, cela ne correspond pas à l'intuition parce qu'une plus grande aversion à l'ambiguïté traduit un pessimisme et le pessimisme évalue la croissance de l'économie et cela reproduit l'effet multiplicateur pour avoir le taux d'actualisation socialement efficace. Si vous êtes pessimiste, vous réduisez la tendance et donc vous devez réduire le taux d'actualisation, ce qui n'est pas vrai d'une manière générale. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la technique, mais dans l'article, vous trouverez des contre-exemples dans lesquels, en introduisant l'aversion à l'ambiguïté dans le métal, on augmente le taux d'actualisation d'efficacité sociale. Donc, dans l'article, vous trouverez toutes les conditions qui vous garantissent que ce n'est pas le cas. Pour conclure, permettez-moi de vous présenter un exemple simple
pour m'en tenir aux délais qui me sont impartis, une illustration où j'ai une solution, pour laquelle j'ai une solution analytique. Donc, supposons mon paramètre inconnu, c'est mu. Donc, vous reconnaissez ici dans cette formule, mu est le taux de croissance de l'économie. Et ce mu est incertain. Vous ne connaissez pas la véritable tendance, mais on suppose que, contrairement à ce que je viens de dire dans mon introduction, où je disais que vous êtes une personne parmi trois, ici, on a une répartition uniforme. Et là, la tendance de l'économie est normalement distribuée ici, alors qu'on n'a pas une distribution binomiale. Donc ici, la volatilité du taux de croissance de la consommation, qui est naturelle, vous le savez, la tendance n'est pas connue, et on a une distribution normale. Vous avez un sigma au carré de 0 qui représente le niveau d'aversion, le niveau d'ambiguïté. Quand vous avez un sigma 0, vous savez que vous n'avez pas d'ambiguïté. Donc ici, le sigma 0 est positif, ce qui veut dire qu'il y a certaines ambiguïtés, et je voulais représenter le niveau d'aversion à l'ambiguïté par état. En outre, j'ai la puissance de la fonction d'utilité, gamma étant le degré d'aversion au risque. Donc ici, rappelez-vous que état représente le degré d'aversion à l'ambiguïté. Si vous le mettez à 0, vous êtes de nouveau au modèle standard de Weissman. Si état est égal à 0, cela signifie que vous préférez une boîte ambiguë plutôt qu'une boîte non ambiguë. Et dans cette représentation très spéciale de l'incertitude et des préférences de l'agent, vous avez encore une fois des solutions analytiques pour répondre pour trouver le taux d'actualisation socialement efficace. Que faut-il faire? Eh bien, ce que nous avions au tout début est plus efficace que nous avions par le passé. Vous aviez les paramètres, l'effet du bien-être ou de la richesse, l'effet du principe de précaution. Mais ici, il faut également tenir compte, comme dans Weissman, le fait qu'il y a une incertitude paramétrique qui apporte des probabilités, qui amplifie le risque à long terme. Et donc, le mot structure, ici, décrit de manière linéaire au cours du temps. Voici ce que vous avez dans un modèle à la Weissman. Et ce qui est moderne, c'est ce nouveau mot, ce nouveau terme qui montre le degré d'aversion à l'ambiguïté. État est égal à 0. C'est le modèle standard et on élimine ce terme. Le fait que état soit positif réduit le taux d'actualisation socialement efficace à cause de cette petite ligne en moins ici. Donc là, vous avez l'exemple type où vous ne retrouvez pas des résolutions contre-intuitives selon laquelle le taux d'actualisation socialement efficace ne fait pas baisser le taux d'actualisation. Ici, c'est simplement une histoire d'aversion au risque, et plus l'horizon de temps est loin, plus grande est la réduction. Et je pense que c'est simplement normal parce que c'est à long terme qu'on a le plus d'incertitudes par rapport à la répartition du PIB par habitant. Donc j'en ai terminé. Je vais conclure maintenant. Ce que j'aurais pu faire, ça aurait été de vous donner d'autres moyens d'étalonner cette équation, mais je ne vais pas le faire. Donc voici la conclusion. Voilà ce que je souhaiterais que vous reteniez de cette présentation. Nous actualisons l'avenir parce que nous sommes convaincus que les jeunes générations seront dans de meilleures conditions que nous. Nous n'en sommes pas sûrs, donc il y a une ambiguïté. Nous ne savons pas quelle équation d'ambiguïté utiliser quand nous nous retrouvons dans cette situation. Et pour ceci, nous avons le principe de précaution parce que nous souhaitons réduire le risque dans ce pays et parce qu'il y a des gens qui sont averses au risque. Et nous avons également une baisse de 1%